à chacun d'entre vous, bienvenue dans Sans Détour. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ici on est à Bournezeau, on est donc en périphérie large de La Roche-sur-Yon où nous allons aller avec notre invité Laurent Boiteau. Laurent Boiteau, c'est le patron emblématique de la brasserie Mélusine, mais pas que, avec New Beer, donc c'est la société qui remonte à l'étage du dessus. Il a racheté également 2 brasseries, Parisis du côté de Paris, puis à Arras, page 24. On va parler bière avec modération, vous vous en doutez, puis vous me connaissez de toute façon. Et puis on va échanger sur ce parcours de vie assez singulier, cette envie qu'il a eue, cette envie un peu folle. Il nous le dira parce que c'était complètement fou de reprendre comme ça sur un coup de tête une brasserie que son papa voulait vendre. C'était à la fin des années 2000. Aujourd'hui ça marche bien, ça marche très très bien. Et on va échanger donc avec lui en voiture jusqu'à La Roche-sur-Yon. On va aller au Highlander. Le Highlander, c'est un pub billard. C'est surtout le repère de Fredo, le patron emblématique, grand collectionneur de bière et également de whisky, toujours avec modération, 2 fois, mais vous l'entendrez plusieurs fois dans cette émission. Hop. Salut Laurent. Salut. Merci d'avoir fait le chemin. Ça va bien, mais avec grand plaisir. Merci à toi. Depuis Chambretot jusqu'ici. Chambretot. Tu habites à Chambretot ou tu habites toujours à Nantes? Non, j'habite plutôt à Cholet, moi. Tu habites juste plutôt à Cholet? Ouais, dans la Vendée militaire. Ah oui, ouais. Très bien, très bien. En pleine campagne, ça doit faire du bien. Oui, c'est exactement. Faut-il être amateur de bière pour reprendre une brasserie ou pas? C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est mieux, en tout cas pour une petite brasserie, ça a quand même beaucoup plus de sens. Ouais. Oui, et puis ça tombe bien, moi j'aime bien ça, donc d'accord. On est pas mal. On va échanger en voiture. Allez, sur ton avec grand parcours. plaisir. Allez, merci. montons. Hop. Hop là. Alors, tu as été un peu fou au départ, c'est ce que, en préparant cette émission, tu m'as dit, c'est que ça part d'une folie, en fait, de reprendre la brasserie Mélusine. Ouais, alors ça part surtout de l'envie d'entreprendre et de faire autre chose, parce que moi j'étais rendu au bout de mon job précédent. Enfin, quand je dis au bout, c'était plutôt pas mal, mais j'étais en région parisienne, au siège, je continuais de vivre à Nantes, avec des enfants qui me demandaient le dimanche soir, avant que je parte pour la semaine, où j'habitais quand j'étais pas chez maman, quoi. Donc à un moment, tu dis, c'est peut-être le moment de faire les choses différemment. Et puis, mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents étaient entrepreneurs, et j'avais aussi cette envie de faire quelque chose. Et c'est arrivé comme ça. Mon père avait repris la brasserie après la liquidation, puisque Mélusine a été liquidée en 2001. Ouais. En 2005, pardon. Oui, créé en 2001. Liquidé en 2005. Il reprend la brasserie à la barre du tribunal avec des associés. Et puis, en 2008, il en a un peu marre. D'abord parce qu'il avait l'âge de la retraite. Et puis, c'était un peu compliqué. Et moi, je saute sur l'occasion et je reprends la brasserie. Et tu as raison quand tu dis que c'était... un geste fou. Un geste fou, c'est que autant j'ai mesuré le marché parce que je suis un peu un marketeur et que j'ai regardé avant, mais je me suis absolument pas rendu compte que la boîte n'avait pas les moyens de me payer, qu'on était 4, que la situation était difficile. Et donc oui, c'était un gros pari à l'époque. Ouais. Ta formation au départ, c'est une formation quoi, d'école de commerce? C'est école de commerce, mais plutôt orientée marketing-vente que gestion. Ton plan de carrière, c'était quoi? J'en savais rien. Moi, t'en savais rien. Alors d'abord, j'ai eu mon bac un peu difficilement. Je suis parti dans cette école où je me suis bien plu finalement. J'ai appris le commerce, vraiment le commerce, la vente, le marketing. Et puis surtout, moi, je voulais pas bosser dans l'affaire familiale, donc je suis resté à l'écart et j'ai trouvé un job chez un éditeur informatique. D'accord. Et j'ai passé quasiment 15 années là-bas. J'étais chef de secteur, j'avais une grosse vingtaine de départements à gérer, donc je découchais beaucoup aussi. Ah oui. Puis après, j'étais chef des ventes, j'ai géré une équipe d'une dizaine de commerciaux sur la moitié ouest de la France.
Et puis après, j'étais au siège, à Paris. Alors, attends, c'était quoi ton métier? C'était commercial à l'ancienne? Tu prends ta voiture et tu vas toquer à la porte des entreprises? C'est exactement ça. Alors, en l'occurrence, là, on vendait plutôt du logiciel de multimédia à destination du consommateur. Donc, je visitais des Fnac, je visitais des librairies, je visitais des boutiques informatiques, des grandes surfaces. D'accord. Donc, ouais, c'est un vrai job de commercial, là. D'accord. Ouais. T'aimais ça? Ouais, j'aimais bien ça, ouais. Ah ouais. Et c'est les enfants qui t'ont fait revenir finalement. C'est vraiment eux et l'équilibre de vie familiale qui commençait à... Alors, t'as ce côté-là, effectivement, l'équilibre de vie familiale, être avec sa valise toute l'année, c'est un moment, je pense que ça devient compliqué. Puis quand je prends cette décision, j'ai 38 ans, j'ai déjà fait un bout de parcours professionnel quand même. Oui. Puis il y a aussi que le marché du multimédia grand public commence à s'essouffler un peu, et notamment les logiciels, puisque tu commences à trouver un peu tout gratuitement sur Internet. Et là, tu dis, c'est peut-être le moment aussi de changer bien sûr. de branche. Et elle est devenue quoi, sa boîte d'ailleurs? Elle a été rachetée par un groupe. Et puis aujourd'hui, je pense qu'elle n'existe quasiment plus. Elle a été complètement bouffée. Ouais. Je pense que j'ai bien fait. Puis surtout, je me suis bien amusé depuis. Hein. Ouais. Alors, tu t'es bien amusé depuis, justement, on va en parler. Parce que c'est quand même un peu l'objectif. D'abord, c'est de bien te dire tu t'es bien amusé. Ça veut dire que tu prends du plaisir. Ah, mais carrément, c'est important. Hein, ouais. C'est même absolument essentiel. Est-ce que tu es plutôt un intuitif ou un besogneux? Ah non, moi je suis un intuitif. D'accord. Ouais. J'ai besoin de sentir les choses. Ouais. Et puis si je les sens, je vais mesurer quand même parce que je suis un inquiet. Ouais. Mais quand t'as envie, t'as envie quoi. Donc sur Mélusine, sur le travail de refondation en 2009 que tu as opéré, c'était très intuitif. Alors c'était intuitif, puis il y avait quand même aussi ce côté marketeur que je peux pas m'enlever. Hein. T'arrives dans la brasserie, c'est écrit bière de Vendée un petit peu partout sur les étiquettes. Ah oui, t'as arrêté ça avec bière de Vendée. Alors ce qui posait un problème, parce que dès que tu veux vendre le produit à l'extérieur de la Vendée, on te dit bah non, bière de Vendée, d'abord ça me parle pas. Tu vends pas de la brioche ou tu vends pas du jambon. Et puis il y a déjà une brasserie à Nantes, il y a déjà une brasserie à Angers, il y a des brasseries partout en France. Donc on a commencé tout de suite par finalement enlever le côté vendéen. Et les Vendéens nous connaissaient déjà, même si on a caché des petits cœurs vendéens sur toutes les étiquettes, hein, on sait quand même d'où on vient. Ouais. Mais l'idée c'était de pouvoir quand même vendre le produit dans d'autres régions et en tout cas au-delà de la Vendée. D'accord. Donc tu as enlevé le cœur vendéen. Ouais. Et en fait, tu as restructuré aussi un peu la production parce que vous perdiez beaucoup d'argent. Comment ça s'est fait? Comment on reprend un truc et on se dit bon alors ça on tire, là on pousse, ça on abandonne, ça on développe. Comment un intuitif travaille ça? Globalement, tu fais un espèce de point où tu te dis bon, on n'a rien mécanisé, on n'est pas nombreux. La boîte n'est pas grosse et elle ne se suffit pas à elle-même pour l'instant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand tu as un embouteillage, tu as tes deux petits commerciaux qui viennent embouteiller plutôt que de vendre le produit. La fille qui fait la compta et l'administratif, elle ne le fait pas, vient aussi filer un coup de main à embouteiller. Puis finalement, personne ne fait son job. Donc le premier truc que tu dis, c'est finalement, il faut investir, mécaniser et que chacun puisse faire son boulot réellement pour pouvoir commencer à grandir. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est endetté, voire surendetté, ce qui nous a amené 3 ou 4 années de rouge, hein. Ça a été un peu compliqué au départ, mais du coup il y avait une personne pour l'embouteillage, une personne pour le brassage, 2 commerciaux et une personne administrative. Et on a commencé à avancer à partir de ce moment-là. Comment tu as senti la bascule se faire? Comment tu as senti que ça allait marcher? J'ai pas senti que ça allait marcher. J'ai senti que ça allait marcher quand on a commencé à sortir du rouge. Au début, tu penses qu'à une chose, c'est à ramer pour y arriver, aller chercher le chiffre pour décoller. Ouais. Et puis effectivement, en 2012-2013, on sort la tête de l'eau, on réinvestit à nouveau. Et puis finalement, on parle aussi de plus en plus des bières. Et puis on se retrouve au milieu du développement des bières artisanales. Alors, donc en fait, il y a une double conjonction. C'est à la fois une conjonction provoquée d'investissement régulier, parce que même maintenant, hein, tu réinvestis. Ah oui, on parce que j'ai compris, beaucoup. Tu n'arrêtes jamais d'investir. Oui. Sur de la mécanique. Hein.
sur Oui, du développement. oui, du développement, du matériel, du bâtiment, des brasseries même aujourd'hui, hein, puisqu'on a racheté 2 brasseries. On va en parler aussi. Hein. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'investissement. La deuxième chose, c'est que les brasseries ont complètement explosé. C'est que la manière de consommer de la bière entre les années 70 et aujourd'hui est totalement différente. Absolument, complètement différente. Même si les consommations n'ont pas beaucoup augmenté, hein, parce que on a l'impression qu'on parle des bières tout le temps et qu'on consomme beaucoup plus de bière. La réalité, c'est que en 2009, quand j'arrive, le Français il boit 31 litres de bière par an. Oui. Et qu'aujourd'hui, il en boit 33. Donc on voit bien que la consommation n'a pas explosé. Néanmoins, on boit plus des bières locales, plus des bières artisanales, plus des bières de spécialité et probablement beaucoup moins de bières premier prix, on va dire type industriel. Commissaire Maigret, montez-moi donc de la bière et des sandwichs, c'est un peu terminé, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est les bouteilles comme ça, là. Ouais, complètement. Moitié carré et qu'on buvait. Il y a 2 questions avant la pause. Qu'est-ce que tu fabriques comme type de bière ? Oui. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui te rend heureux dans ce métier ? Alors, qu'est-ce qu'on fait comme type de bière ? On fait un peu tout type de bière. D'abord, on fait ce qu'on appelle, nous, plutôt des bières de spécialité, des bières de fermentation haute. Ouais. Donc, qui sont plutôt des bières à déguster, tu as raison, mais on fait aussi des bières légères qu'on met notamment dans le tissu associatif, dans les festivals. Il y a quand même des bières légères. Et puis pour le reste, on suit aussi un peu les tendances. Les bières très houblonnées, des bières aux fruits. On a sorti notre première bière aux fruits l'année dernière. Des bières triples, des bières brunes. Ah oui, donc il y a un panel de recettes. C'est pas la blonde, la brune et l'ambrée, quoi. Pas du tout. C'est mort. Ouais, alors ce classement, il a plutôt été influencé par les grands industriels. Blanche, blonde, brune. Oui, blanche aussi. Sont des couleurs, ce ne sont pas des styles de bière en fait. D'accord. Un style de bière, c'est IPA, c'est Golden Ale, c'est Stout, Porter. J'en connais quelques-unes. Beaucoup de variétés. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui te rend heureux ? Allez. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Écoute, satisfait aujourd'hui. Depuis que je fais ce métier, j'ai eu l'occasion de rencontrer tellement de gens différents dans tous les milieux. Et puis on travaille en local, hein, faut pas oublier. Donc tu rencontres des patrons de bars, tu rencontres des patrons de sociétés de distribution, tu visites les magasins, tu vas dans les festivals. Finalement, tu vas à la rencontre des gens et tu leur vends quoi, ces gens-là ? Tu leur vends de la convivialité, tu leur vends de l'échange. C'est quand même un super métier, Brassard. Ouais, d'accord, je comprends. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Tu m'expliques pourquoi ? Ah ouais, c'est... T'es un rocker. Ouais, c'est l'image rock. Oui, c'est l'image rock, mais de l'entreprise. Mais moi, j'aime ça aussi, évidemment. Comme tu le sais, on fait aussi la bière Hellfest. Ouais. J'aime beaucoup ce style de musique. Et ça me ressemble un peu. Puis ça ressemble aussi un peu à ce qu'on fait à la brasserie, les Backyard Babies. Minus Celsius. Des Backyard Babies. Et on va... alors tu me dis que t'aimes bien la rencontre. On va au Highlander. Tu connais La Roche-sur-Yon ? Pas du tout. Alors le Highlander, c'est un bar. Ouais. C'est un bar billard. Mais c'est surtout chez Fredo. C'est son repère. Et c'est un grand collectionneur de bière. D'accord. Mais également de whisky. Toujours avec modération. Attention on ne le dira jamais assez. C'est clair. Et donc tu vas voir, c'est un univers. Et alors c'est dommage parce que cette émission ne se prête pas à l'échange. Mais c'est une personne à connaître, Fredo. Okay. On écoute. Bienvenue donc au Highlander. Alors là, on est dans la partie rhum, qui te correspond bien. Tu aimes bien boire du rhum. J'aime bien les rhums, moi. T'as découvert ça comment ? En même temps que la bière ? Non, avant, ouais.
Avant. Un peu avant, ouais. Ta jeunesse, ça. Un peu, ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, ouais. Faites attention, hein, les enfants. Ici, on est raisonnable. Hein. Je vous le redis pour la énième fois. On va avancer. Qu'est-ce que tu penses du Highlander, là, de ce que tu as aperçu? C'est un endroit sympa. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bières, beaucoup de whisky. Ouais. Il y a de quoi se régaler, c'est sûr. 7 millions d'euros pour Mélusine. Ouais. Le groupe Newbie, on est à plus de presque 12 millions. Quasiment, oui. Et encore en attaque 2024, donc il y a des chiffres qui vont tomber dans peu de temps. Oui. Pourquoi cette envie de croissance externe? Pourquoi tu as décidé de racheter 2 brasseries à Paris et à Arras? Alors la première, c'est Parisis. Donc Parisis. à Paris, ça se fait presque par hasard. Je n'avais pas dans l'idée de faire ça du tout. Et puis l'ancien dirigeant m'appelle un jour en me disant que c'est compliqué, qu'il a envie de se séparer de ses associés, que donc il va vendre. Puis moi, je percute pas en fait. Puis il passe 2 heures à me raconter son histoire et à la fin, il me dit ça t'intéresse pas? Et puis j'étais pas prêt. Donc j'ai dit en fait, non, je crois pas. Désolé, j'avais pas percuté. Ouais. Et puis avec la réflexion, un mois après, je le rappelle, et puis on est rentré dans un processus où je me suis dit, il faut peut-être effectivement, c'est une opportunité. L'idée de faire grandir Mélusine au-delà des frontières de la région, moi, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc on est plutôt parti du principe qu'on pouvait se dire qu'on allait avoir des brasseries dans d'autres régions, faire consommer local, produire local, avec d'autres marques. Et c'est ce qu'on a commencé à faire à Paris. Enfin, en région parisienne. Ouais. Et puis, du coup, on s'est mis en recherche. On s'est dit, pourquoi pas en avoir plusieurs. Donc, on a repris la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette, qui fait partie de l'histoire du renouveau des brasseries en France. Hein. Ils font partie des premiers, dans une très chouette image. Et puis maintenant, on se dit qu'on pourrait aller en Bretagne, qu'on pourrait aller dans le sud-ouest. Enfin, il y a plein de projets. Laurent, tu travailles combien d'heures par semaine? Comment tu qualifies ça en fait? Je sais pas, je compte pas. Ouais. C'est variable. C'est variable parce que quand tu es à l'extérieur, tu fais pas nécessairement le même nombre d'heures. Et quand tu es au bureau, le nez dans un tableau ou sur un dossier, des fois tu vois même pas le temps passer, tu lèves le nez, t'as pas mangé. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je compte pas parce que je ressens pas le besoin en fait. Est-ce que tu arrives à avoir tes week-ends pour toi? Oui. Ouais, samedi, dimanche, tu breaks. Exactement. Tu breaks vraiment, c'est famille. Break. C'est famille, donc, c'est famille. Et quand tu breaks, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Comment tu t'occupes? Est-ce que tu restes quand même un nez sur les mails dans la voiture? J'ai du mal à m'empêcher de regarder, mais j'essaye. C'est pas toujours facile. Puis après, tu vois, bricolage à la maison, comme tout le monde, hein, un petit tour de moto, un petit tour de bagnole, et puis on est pas mal. Oui, c'est parce que c'est là que je t'emmenais en fait. Ouais, c'est sur la moto et sur la bagnole. Parce que t'aimes les voitures? Ton fils aime les voitures? Ouais. Ton père aime les voitures? Ouais, mon grand-père aussi aimait les voitures. C'est quoi cette passion? C'est une espèce de virus. C'est con, c'est plus à la mode, hein, ça craint. Hein. Ouais. La mécanique, mais oui, c'est plus à la mode du non, tout, pas du en tout. Fait. Mais c'est pas grave. Tu vas passer à l'électrique? On peut avoir aussi des défauts. Jamais. Non, pas jamais. Tu vois, mon véhicule au quotidien, c'est un hybride. Et je trouve ça vachement bien de faire gaffe. Mais après, des voitures qui sortent le week-end... elles font quelques kilomètres par an, c'est pas très très grave. Ouais. C'est quoi ta marque préférée de voiture là? Si tu as une voiture de tes rêves à me donner qui te donnerait l'envie là? Il y en a plein, mais moi j'aime bien les allemandes moi. D'accord. D'abord parce que c'est fiable et puis il y a des belles autos et des belles histoires. Tu t'intéresses un peu au sport automobile? Je m'intéresse aussi un peu au sport auto. La holding ou Mélusine pourrait sponsoriser un jour. Alors non, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la loi E20. Mais oui, bien sûr. Donc on ne fait aucun sponsoring de sport automobile. Ah mon Dieu. Parce qu'on ne peut pas être affiché, donc ça n'a pas grand intérêt en soi. Ouais. Donc voilà, donc ça reste une passion perso. Tu vois. Très bien. Que tu peux partager quand même avec... que je peux partager avec mes enfants. Avec enfants.
et famille. Bah, écoute, je te remercie infiniment d'avoir joué le jeu et d'être venu ici au Highlander. C'était un vrai plaisir. Ça nous permettait de mieux nous découvrir. Et c'est quand même l'intérêt de cette émission-là. Elle est quand même vachement sympa pour vous, mais elle est super sympa pour nous aussi, ce qui nous permet de rencontrer de belles personnes. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. La semaine prochaine, c'est Caroline. Et puis dans 15 jours, vous verrez, c'est une émission exceptionnelle avec une serveuse de restaurant. Elle s'appelle Marine et elle est trisomique. À dans 15 jours. Salut.